Stop all the clocks, cut off the telephone, prevent the dog from barking with a juicy bone, silence the pianos and with muffled drum, bring out a coffin, let the mourners come. Let aeroplanes circle moaning overhead, scribbling on the sky the message, he is dead. The crow bows round the white necks of the public doves. Let the traffic policeman wear black cotton gloves. He was my north, my south, my east and west, my working week and my Sunday rest, my moon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever, I was wrong. The stars are not wanted now, put out everyone, pack up the moon and dismantle the sun, pour away the ocean and sweep up the wood, for nothing now can ever come to any good. Do any good, do any good, do any good, do any good. Crashing out the clock, crashing out the silver rain in your head. Cut off all the sound blocks, cut off all the things turn to rain. Crashing out the clock, crashing out the silver rain in your head. Cut off all the sound plays, cut off all the things turn to rain.
This house is cold and empty, just a ghost of who I used to be. I stare at my own reflection, wonder if you'd even recognize me.
Bonsoir à tous. Nous n'allons pas tarder à démarrer. J'attends que le mumble se mette en place. Audi, tu m'entends? Salon 00.cctv1, Jiton Pop. Salon 00.cctv1, Suitor Mumbler. Salon 00.cctv1, Suitorly Direct Week. 00. Celine Final.ciatoily BSV on Trade Dance Lay Salon. Céline, tu m'entends? Allô, allô. Oh putain, je prends le micro. Pourquoi je prends le micro? Oui. Bah, j'ai rien changé depuis la semaine dernière. Ouais. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Alors, c'est quoi donc? Raccourci, interface, c'est quoi? C'est dans quoi? Interface utilisateur? Non. Merde. Ouais, attends, faut que je retrouve annuler, attends. Merde. J'ai une carte graphique extrêmement complexe avec des machins qui s'ouvrent, qui se ferment. Enregistrement, modifier, commentaire. Configurer, paramètres. C'est dans paramètres? Je trouve pas le truc. C'est peut-être avancé. Ah oui, il faut aller dans avancé peut-être. Voilà. Ouais. Attends 2 secondes, je pose le téléphone. Hein. Ah, c'est bon là? Bon, tu m'entends toi? Attends, tu m'entends moi, sur... je t'entendais, est-ce que tu m'entends toi Yannick? Ah merde, j'appuie pas sur le bouton, c'est bon là? Oui Yannick, c'est bon, et toi tu me reçois? Oui, enfin... Attends 2 secondes, moi je te reçois pas du tout. Yannick? Ah putain de bordel de... Je suis pas sûr qu'ils nous entendent, Rudy. Hein.
Vas-y, parle, dans Mumble. Oui, tu nous entends là, Yannick? Sur Mumble? Super, c'est parti. Ok, je raccroche. Bonsoir, est-ce que Facebook m'entend? Est-ce que quelqu'un peut me dire Alors, si Facebook bonsoir à m'entend? tous et bienvenue sur le Mumble, canal citoyen. Merci à tous ceux sur Facebook d'avoir patienté. Il est 21h15, donc nous sommes le mercredi 20 décembre, juste avant les fêtes. Et ce soir, comme d'habitude, comme toutes les semaines, nous retrouvons Yannick Hervé, porte-parole et membre de l'association Les Clés de l'Europe, pour une revue de presse économique, géopolitique, géostratégique, environnant l'UE, la France et tous les déboires de l'UE, entre guillemets. Donc on vous rappelle que cette émission a lieu depuis plus d'un an déjà sur le canal citoyen. Elle avait lieu auparavant sur le Mumble Ensemble. On vous rappelle aussi le portail pour pouvoir nous rejoindre tout simplement. Donc le Mumble canal citoyen, vous tapez sur Google tutoriel canal citoyen sur Google ou sur YouTube et vous trouverez la vidéo. Ça vous prendra 2 minutes pour nous rejoindre directement. Sinon vous pouvez poser vos questions sur Facebook dans le fil d'actualité de la vidéo de Yannick Hervé directement. On la retransmettra dans un premier temps, en première partie. Si vous voulez nous rejoindre en seconde partie, c'est comme d'habitude, vous nous rejoignez sur le Mumble directement et on vous donnera la parole une fois que vous avez configuré votre micro. J'ai reçu le sommaire ce soir, un sommaire plutôt pas trop mal. Yannick, bonsoir à toi. Bonsoir à tous. On y va, on est parti? Alors Yannick, excuse-moi, autant pour moi. Voilà. Bonsoir. S'il y avait dernier problème et c'était bon. Allez, bonsoir et bienvenue à tous en ce mercredi 20 décembre 2017 pour la 85e édition de cette émission interactive. Je suis Yannick Hervé de l'association Les Clés de l'Europe et j'anime cet exposé débat tous les mercredis soirs. Donc merci à Rudy qui va m'assister pour recueillir les questions et distribuer la parole. Donc l'actualité est assez légère en cette fin d'année, ce qui va nous permettre de glisser tout doucement vers la fin de l'année 2017 pour attaquer 2018. Donc en effet, les fonctionnaires européens se préparent à rentrer dans leur pays d'origine. L'administration s'endort petit à petit, rien ne se passera jusqu'au début janvier, sauf catastrophe. Et il y en a eu une en fin d'après-midi, donc vous allez voir. Donc petit point technique, donc cette émission est diffusée sur le Mumble du canal citoyen sous forme audio, avec possibilité d'interaction vocale si vous avez un micro. Le flux audio et vidéo est capturé par un agrégateur de flux pour fabriquer une vidéo diffusée sur ma page Facebook et celle de ceux qui la partageront. Et sur la page Facebook, l'interaction se fait par l'intermédiaire des commentaires qui me seront transmis par l'animateur. Alors justement Yannick, excuse-moi, visiblement ça saccade énormément, j'ai 3 réactions et c'est pareil pour moi. Donc là visiblement au niveau du flux et de la vitesse d'envoi, il doit y avoir un souci. Ben, je peux rien y faire, je n'ai aucune prise là-dessus. Alors parce que là c'est énormément saccadé. Je suis strictement dans la même configuration que la semaine dernière. J'occupe ma machine à 8%, 9% de ses capacités, 17% pour le GPU, donc ça doit être la bande passante. J'utilise 2 Go, donc ça c'est classique. Je suis à 20 trames par seconde, donc ça doit être les serveurs et les tuyaux. D'accord, alors sur Facebook, merci Flavien Rero. Confirmez-moi sur Facebook s'il vous plaît si certains arrivent à avoir la vidéo en fluide. On peut continuer Yannick. Donc après une première tentative difficile de vidéo il y a 2 semaines, je pense que j'ai trouvé la vitesse de croisière la semaine dernière. Mais apparemment, j'étais un petit peu optimiste puisqu'il semble qu'il y a encore des soucis. Mais je ne suis pas maître de mon réseau. Alors j'ai trouvé un éclairage comme ça, juste un éclairage d'appoint, mais il faut que je trouve un éclairage correct et que je puisse le régler correctement. Donc voilà, donc on va passer au sommaire. Alors le sommaire du 85e numéro est assez léger, puisque nous sommes en fin d'année. Donc on va parler du Luxembourg qui n'est pas un bon camarade, des suites des élections en Autriche. Dans l'indice du bordel ambiant, on parlera des kebabs au phosphate et de l'UE, de la solidarité et uniformisation, mon œil. On donnera une citation qui ressemble plus à l'anecdote, et puis je vous ferai un rappel sur le journal ipso facto Europa. Donc vous voyez, programme assez léger ce soir. Néanmoins, il y a une dernière minute que j'ai écrit à toute vitesse, puisque c'est en regardant les informations que j'ai entendu ça, c'est que l'UE déclenche... Voilà, c'est que l'UE déclenche l'article 7 contre la Pologne.
Donc après des mois de mise en garde suite au refus d'infléchir ces réformes judiciaires controversées, la Commission européenne a déclenché aujourd'hui une procédure contre le gouvernement polonais. Un commissaire déclare, je ne lui ferai pas l'honneur de citer son nom, la Commission ne conteste pas le droit de la Pologne à réformer son système judiciaire, mais elle doit le faire dans le respect de sa propre constitution et du droit européen. Donc Bruxelles pense que les lois récemment adoptées en Pologne auront pour effet de remettre en cause l'indépendance de la justice. La Pologne défend, elle, sa liberté de réformer une magistrature décrite comme une caste corrompue. D'ailleurs, le président polonais Andrzej Duda a annoncé qu'il avait pris la décision de promulguer 2 lois controversées de réforme judiciaire malgré la procédure de sanction enclenchée par l'UE. L'article 7, qui n'a encore jamais été utilisé, est parfois qualifié d'arme nucléaire parmi les sanctions possibles dans l'UE, car elle peut déboucher, au terme d'une procédure complexe, sur une suspension des droits de vote du pays visé au sein du Conseil de l'Union. Cette procédure avait été imaginée après les tensions entre l'UE et l'Autriche en 2000, lorsque l'extrême droite était au pouvoir à Vienne. Je vous rappelle que l'extrême droite est revenue au pouvoir depuis quelques jours. La première phase consiste à constater l'existence d'un risque clair de violation grave de l'état de droit dans un pays membre, avec l'aval nécessaire d'une majorité qualifiée de 22 pays de l'UE. Les éventuelles sanctions ne pourront intervenir qu'au terme d'une seconde phase, nécessitant pour être lancé un vote à l'unanimité des pays européens, bien sûr sans celui qui est visé. Donc on peut déjà dire que ces sanctions sont très peu probables, sachant que la Hongrie du Premier ministre Viktor Orban, elle-même dans le viseur de la Commission européenne autour de l'immigration et de différentes lois des universités, comme on a parlé la semaine dernière, a déjà assuré qu'elle ne voterait pas la privation des droits de vote de la Pologne. Donc la Commission est consciente de ce blocage probable et envisage déjà de nouveaux moyens de pression. L'idée circule notamment de conditionner l'accès aux fonds structurels européens au respect des valeurs et des décisions de l'UE. Et je rappelle que la Pologne touche 12 milliards d'euros net par an, et donc si effectivement l'Union européenne arrivait à bloquer l'argent de l'Europe qui va directement vers la Pologne, d'après ma mémoire, j'avais fait les calculs il y a quelques mois, ça représentait je crois 3% du PIB, si je me rappelle bien l'argent qui venait de l'Europe. Donc il y a de grandes chances que la Pologne ait de gros soucis si toute la somme était bloquée. Mais les fonds structurels, c'est pas toute la somme. Donc on voit bien que c'est toujours par le portefeuille que se fait la justice, et certainement pas par l'unanimité ou par le consensus. Donc voilà un dossier à suivre. Donc c'est un dossier qui vient de sortir en fin d'après-midi, et donc on aura les suites début janvier. Déjà il y a eu quelques réactions, c'était un peu tôt, mais il y a eu quelques réactions qui montrent que les pays vont se monter les uns contre les autres, et ça n'arrangera personne pour la suite. Et surtout pas les gens qui veulent le consensus pour d'autres réformes. Parce qu'il suffit que la Pologne, la Hongrie et d'autres pays comme ça s'opposent au grand projet de Macron, et tout ça, ça va se bloquer. Est-ce que quelqu'un veut déjà réagir là-dessus, ou j'enchaîne ? Non, on va enchaîner, juste rappeler, alors vous êtes pas mal sur Facebook, donc, visiblement ça marche bien, ok, donc moi ça saccade de mon côté, pour 2-3 autres personnes aussi ça saccade, mais visiblement c'est à cause de nos connexions. On vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre directement sur le Mumble si vous avez des problèmes. Donc je le rappelle encore une fois, tutoriel, canal citoyen, c'est mis dans les commentaires. Et voilà, on peut passer à la suite du sommaire, Yannick, je te remercie. Alors, le titre de cette section s'appelle « Le Luxembourg n'est pas bon camarade ». En octobre, la Commission européenne avait exigé qu'Amazon restitue 250 millions d'euros d'aide illégale. Alors cette injonction a été prise après une enquête approfondie, ouverte 3 ans auparavant, sur un accord fiscal entre l'entreprise Amazon, dont le siège européen se trouve au Luxembourg, et le Grand-Duché, passé en 2003 et reconduit en 2011. Suite à ces accords, 3/4 des bénéfices n'étaient pas imposés, ce qui revient à diviser l'impôt par 4, tout simplement. Si les 3/4 sont pas imposés, on divise l'impôt par 4. Je rappelle que Juncker était Premier ministre du Luxembourg entre 1995 et 2013, et ministre des Finances entre 1989 et 2009. Donc en plein dans la période qu'incriminé, il est donc un des acteurs principaux de l'affaire, mais du côté des coupables. Alors, on a appris, chose hallucinante, que le Luxembourg a annoncé vendredi 15 décembre faire appel de cette décision. C'est-à-dire que c'est le percepteur qui refuse que l'imposable paye ses impôts et conteste la décision de redressement fiscal prononcée par la justice. Donc c'est les gens qui devraient toucher les impôts qui refusent de les toucher. On marche sur la tête. L'argument est que le Luxembourg se sent déshonoré d'avoir été soupçonné d'accorder un avantage fiscal sélectif à une entreprise américaine. On en pleurerait presque de dépit, ou en tout cas de colère. Alors pour l'anecdote, Apple n'a toujours pas payé les 13 milliards d'euros à l'Irlande que la Commission avait exigé en restitution d'impôts non perçus, et c'est l'Irlande qui s'y opposait. Donc de la même façon,
La commission dit à Apple, vous payez vos impôts, et c'est le pays qui doit toucher les impôts qui dit non, on n'en veut pas, et on fait appel à la décision, on refuse de toucher les impôts qu'on nous doit. On marche encore une fois sur la tête. Donc en octobre, la Commission européenne a assigné Dublin en justice pour ne pas avoir récupéré les 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux qu'elle considère illégaux. Dublin a dû obtempérer. Le gouvernement irlandais a annoncé lundi 4 décembre qu'il allait commencer à collecter auprès d'Apple les arriérés d'impôts, comme l'exige Bruxelles, peut-être au cours du premier trimestre 2018. Donc c'est pas tout de suite, c'est peut-être au cours du premier trimestre 2018. Même si les sociétés sont imposées à 12,5% sur les bénéfices en Irlande, contre 33% en France, Apple a profité en 2014 d'un taux d'impôt sur les sociétés de 0,005% en Irlande. Je dis bien 0,005%. C'est-à-dire qu'elle payait 5 euros d'impôt tous les 100 000 euros de bénéfices au lieu de 12 500 euros d'impôt tous les 100 000 euros de bénéfices. Donc vous voyez le niveau, payer 5 euros de 12 500 euros d'impôt, on en rêve tous, au moins dans les proportions, même si on ne paye pas les mêmes sommes. Donc voilà, on en est dans des situations où ce sont les pays, je vous rappelle que l'Irlande et le Luxembourg ont été classés comme des paradis fiscaux par Oxfam, suite avec les mêmes critères que ceux utilisés par la Commission européenne pour faire sa liste noire, et ça continue, c'est-à-dire que ce sont des pays qui refusent de toucher l'impôt, tout simplement pour avoir d'autres gains indirects avec les entreprises sur leur sol. Alors on va parler des suites des élections en Autriche. Et là, il y a quelque chose d'important qui se passe. Donc aux élections générales d'octobre, l'EVP, qui est de la droite, a obtenu 31,5% des votes. Les sociodémocrates du SPE, donc gauche, sont arrivés second avec 26,9% des voix. Et le FPE, dit d'extrême droite, se trouvait quant à lui sur la troisième marche du podium avec 26%. Avec 113 sièges sur 183 au total, les partis de droite disposent donc d'une confortable majorité au Parlement. Donc, ils ont construit une coalition, puisque aucun des partis de droite ne pouvait gouverner tout seul. Et la coalition de gouvernement est construite avec l'OVP et le FPE, l'EVP et le FPE, très eurosceptiques, anti-immigration et anti-asile. L'accord de coalition contient d'ailleurs un engagement explicite, écoutez bien, selon lequel le FPE ne pourra pas remettre en cause l'adhésion de l'Autriche à l'UE. Donc c'était une crainte de l'EVP que le FPE réclame ça. Donc c'est écrit noir sur blanc. Mais contre cet accord extrêmement engageant pour le parti eurosceptique, le FPE a obtenu 6 ministères sur 13, dont 3 égaliens. C'est hallucinant, ils ont quasiment partagé la bête en deux contre l'accord de ne pas remettre en cause l'adhésion à l'Union européenne. Alors, le FPE, parti dit d'extrême droite, a obtenu le vice-chancelier, ministre de la fonction publique et des sports, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, ministre fédéral des Transports, de l'Innovation, de la Technologie et de la Recherche, et ministre fédéral de la Santé, des Affaires sociales et du Travail. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont obtenu les Affaires étrangères, l'Intérieur et la Défense. C'est le cœur du ministère et vice-chancelier. Donc il y a le Premier ministre qu'on appelle le chancelier, et tout de suite le vice-chancelier, et les 3 ministères les plus importants. Alors parmi les ministres nommés par le FPE, certains sont toujours aujourd'hui proches de l'extrémisme de droite, dans des configurations non ambiguës, c'est-à-dire des gens qui défilent en uniforme, et puis des mouvements vraiment très très à droite, qui eux sont qualifiés effectivement d'extrême droite, ces mouvements-là. Alors, un jour seulement après avoir validé une coalition avec l'extrême droite pour son premier voyage officiel, le nouveau chef du gouvernement autrichien, Sebastian Kurz, s'est rendu à Bruxelles pour rassurer sur la poursuite de la politique européiste de son pays. Donc il y avait bien un vrai enjeu, parce que le lendemain de la mise en place du gouvernement du devoir prêter serment, tout de suite il s'envole pour Bruxelles. Alors, il assure que le gouvernement, entre guillemets, le gouvernement fédéral est clairement pro-européen, donc je pense qu'il se rassure. Nous voulons jouer un rôle positif, surtout dans le contexte de la présidence autrichienne de l'UE au second semestre de 2018. Vous savez que l'Union européenne est présidée par les pays tous les 6 mois, une présidence tournante, et donc l'Autriche arrive au second semestre 2018. Alors, le chancelier a rencontré les 19 et 20 décembre les 3 présidents des institutions les plus importantes de l'UE. En effet, mardi, il a rencontré le président du Conseil européen Donald Tusk à 20h, et 1 heure plus tard, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Et ce mercredi, à 8h30, Sebastian Kurz a rencontré le président du Parlement européen Antonio Tajani. Alors en fait, ça fait vraiment le chef d'État qui va recevoir ses ordres à Bruxelles, et qui va se faire taper sur les doigts, et on va lui dire tu es bien gentil,
mais tu vas bien faire ce qu'on te dit et surtout pas remettre en cause nos décisions. Ça donne vraiment cette impression-là. Donc l'intention du chef d'État autrichien était de rassurer les hauts dirigeants de l'UE sur le fait que son nouveau gouvernement de coalition poursuive son orientation européiste malgré le pacte avec le FPE de Heinz Christian Strache. Alors, le portefeuille des affaires étrangères qui gère les affaires européennes a été confié au FPE. Je vous ai dit qu'ils avaient obtenu le ministère des Affaires étrangères, et c'était le ministère des Affaires étrangères qui gérait les affaires européennes. Et pour garder et garantir la confiance de l'UE, les affaires européennes ont été transférées du ministère des Affaires étrangères à la chancellerie fédérale, donc directement sous la houlette du Premier ministre, donc l'équivalent du Premier ministre, et donc il restera donc sous son contrôle. Donc, où elles resteront donc sous contrôle. Les affaires européennes resteront directement gérées par le Premier ministre. Donc en fait, ils ont enlevé tout ce qui appartenait à l'Europe, tout ce qui relevait de l'Europe au FPE. Donc par ailleurs, le chancelier a indiqué avoir parlé du thème de l'immigration avec Donald Tusk, car contrairement à son prédécesseur, il soutient l'opinion du président du Conseil européen, selon lequel le système de quotas obligatoires de relocalisation des réfugiés n'est pas efficace et divise les États membres. Je vous avais expliqué la semaine dernière que Donald Tusk a envoyé une lettre à tous les chefs d'État en disant qu'il pensait que le système de quotas n'était pas bon et mettait beaucoup de tensions entre les pays. Et en fait, les pays qui sont contre s'engagent à une, et bien écoutez, on est d'accord avec le patron. Donc l'Autriche maintenant, mais aussi la Hongrie, la Pologne, ainsi de suite. Donc en fait, Donald Tusk a levé un lièvre ici, il a ouvert la boîte de Pandore, et maintenant tous les gens qui sont contre se rangent derrière lui en disant, vous voyez, c'est le chef qui l'a dit. En sachant qu'en ce moment, ils sont en train de renégocier la politique de quotas pour l'année qui vient. Alors, il est probable que le gouvernement autrichien ne sera pas stable et que les divergences vont se faire jour quand il y aura des décisions à prendre au niveau de l'UE. Donc, de deux choses l'une. Ou le FPE est un parti d'escrocs qui sont allés à la gamelle, ou le volcan va se réveiller et les choses vont évoluer et certainement se tendre au niveau fédéral autrichien. Donc ça, on peut penser que les choses vont pas très très bien se passer dans les prochains temps, surtout quand il va falloir prendre des décisions, notamment sur l'immigration, où l'UE va faire le forcing, la Commission européenne va faire le forcing pour que les pays acceptent. Là, va y avoir une vraie tension au sein du gouvernement, et ça risque de pas aller au bout de la législature, parce que c'est vraiment le mariage de la carpe et du lapin, et je pense que ça va pas bien se passer dans les prochains mois. Des gens veulent réagir autour de ça ? Oui, ça y est, on a des réactions, visiblement ça s'est calé, donc par rapport au direct, c'est fluide, c'est bon. Flavien Herrero, qui disait ceux qui se plaignent doivent avoir 3 grammes dans le sang, surtout non, certainement pas. Guillaume Berthe disait de son côté qu'elle avait changé de navigateur, qu'elle était passée sur Chrome et que ça laguait moins. Donc voilà, il y a des bugs aussi sur Facebook, sachez-le. Certains parlent de censure, d'autres de bugs récurrents, donc voilà. Sur Firefox, ça marche plutôt pas trop bien, donc allez plutôt sur Chrome si vous pouvez. On remercie Sébastien du 17 pour le partage du direct sur Symbiozone, Symbiozone partenaire avec Canal Citoyen depuis le départ. Il nous a lâché le lien également dans les commentaires. On vous invite à aller faire un petit tour sur son site. Coralie qui disait, Yannick, les politiques s'opposent entre les pays, mais les peuples, eux, peuvent s'unir. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors le sens du verbe pouvoir là, il est important. C'est est-ce qu'ils peuvent au sens ils ont la capacité, ou est-ce qu'ils doivent, parce que ils peuvent s'unir certainement, mais est-ce qu'ils ont les moyens de s'unir, c'est ça qui est compliqué, parce que je pense que actuellement la population européenne, je ne parle pas du peuple européen, la population européenne est quand même scindée en plusieurs parties. J'avais parlé la semaine dernière des tribus européennes. Et les gens qui sont contre l'Europe ne sont pas majoritaires. C'est pas la plus petite partie, mais ils sont pas majoritaires. Donc le problème, c'est d'être dans un pays déjà, puis après, entre les différents pays, d'aller vers un objectif commun. Et le problème, il est là, c'est qu'on n'a pas d'objectif commun. Les Polonais qui touchent de l'argent, qui touchent 12 milliards d'euros par an, n'ont pas les mêmes objectifs que l'Espagne, le Portugal, la France, ou par contre par l'Angleterre, qui elle a pris la décision. Donc je ne crois pas, pour l'instant en tout cas, sauf catastrophe ou événement gigantesque, très très handicapant pour les populations, je ne pense pas que les peuples vont avoir l'opportunité de s'unir. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas le faire, je dis qu'ils n'ont pas l'opportunité de s'unir. C'est complexe d'organiser quelque chose transfrontalier. C'est très très complexe, surtout dans l'opposition.
si on veut rester pacifiste et pas rentrer dans les black blocs ou les bad blocs, je sais pas comment on dit, ces gens-là. Mais si on veut rentrer sur la masse, c'est très très compliqué d'organiser des choses. Déjà dans un pays c'est compliqué, alors entre les pays, vous imaginez. Oui, concrètement, on rejoint l'adage, là, la politique, soit tu t'en occupes, soit c'est elle qui s'occupe de toi, puisque c'est in fine la seule solution qui reste à notre portée, mis à part une révolution, comme tu disais, ce qui est totalement irréaliste. Alors, il faut quand même voir un phénomène important, c'est que les extrêmes droites, enfin, ce qui est qualifié d'extrême droite, les partis, dès qu'ils sont nationalistes et patriotes, sont qualifiés d'extrême droite. Évidemment, là-dedans, il y a des gens pas très nets, je me voile pas la face, il y a des gens qui sont vraiment d'extrême droite. Mais c'est pas la majorité des gens qui sont à l'AfD ou FPE, et de plus en plus, on voit ces partis monter. Marine Le Pen était quand même au deuxième tour des présidentielles, l'AfD a progressé, le FPE est deuxième et dans une coalition, dans un gouvernement. Il se passe des choses quand même. Alors, on pourrait penser que les choses montent au niveau du centre, du ventre mou de la population, et en fait, ça monte aux extrêmes. Et si les extrêmes deviennent... voilà, je ne sais pas quelle réaction va y avoir. Ce qu'on constate, c'est que ce qui est qualifié d'extrême monte petit à petit un peu partout en Europe. D'accord, merci. On vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement sur Facebook. On passe le bonsoir à Moa Tahiri, à Jade aussi qui nous a rejoint du CNDC. Alors, on peut faire une petite parenthèse aussi. On en reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure sur le côté. Tu parlais, donc Joe en privé sur Facebook, tu parlais du Luxembourg, Yannick. Jovanovic récemment disait également que l'Angleterre, après le Brexit, deviendrait une sorte de paradis fiscal. Qu'en penses-tu ? Alors, ça dépend de la définition de paradis fiscal. Que ça devienne un pays fiscalement attrayant, sans aucun doute. C'est prévu, ils ont prévu de baisser l'impôt sur les sociétés, ils ont prévu de donner des avantages aux sociétés, donc que ce soit un pays fiscalement attrayant, il n'y a pas de problème. Donc, paradis fiscal, ce sont des pays qui ne collaborent pas, donc qui n'imposent pas les sociétés, ou très très peu, et qui ne collaborent pas fiscalement, c'est-à-dire en gros qui n'échangent pas de données avec les autres pays qui leur donnent des ordres. Donc avoir un pays qui est attrayant fiscalement ne veut pas dire que ce soit un paradis fiscal. L'Irlande actuellement, simplement sur par exemple, qui a 12,5% d'impôts sur les sociétés, est-ce que c'est un paradis fiscal ou un pays qui fait de la concurrence fiscale? C'est pas tout à fait la même chose. Il faut savoir qu'actuellement il y a une loi fiscale qui est en train d'être mise en place aux États-Unis. Donc si on prend la définition, si l'Irlande ou le Luxembourg sont des paradis fiscaux, ou l'Angleterre, à ce moment-là, les États-Unis sont en train de devenir un paradis fiscal. C'est une concurrence fiscale, c'est une concurrence et une guerre économique. L'Angleterre va devenir indépendante, sera souveraine et fera ce qu'il faut pour faire fonctionner son économie. Si son équilibre économique fait qu'elle peut baisser les impôts sur les sociétés pour avoir plus d'activité sur les sociétés, c'est très bien pour elle. Maintenant, est-ce que c'est pas les individus qui vont être plus imposés? Ça, c'est autre chose, mais c'est au pays de décider ce qu'il veut faire. Donc, ils ont annoncé les choses, ils vont baisser les impôts sur les sociétés, donc voilà, ce sera un pays fiscalement attrayant. Ouais, on est loin de la catastrophe que les médias mainstream nous peignent à longueur de journée. Ah, de toute façon, on en est très très loin, ça devait s'écrouler le lendemain du référendum, puis ça devait s'écrouler le lendemain du début des négociations, et puis ça devait s'écrouler tout le temps, ça s'écroule pas du tout. Alors qu'il y ait des soubresauts sur les cours de la livre sterling, qu'il y ait des soubresauts parce que des grandes entreprises bougent, qu'il y ait des soubresauts parce que l'Union Européenne va enlever certaines choses, bien sûr, c'est-à-dire, personne n'a dit que ce serait un long fleuve tranquille et que ce serait finger in the nose, il va se passer des choses. Maintenant, le pays n'est pas en danger. Ok, alors pas mal de questions et de réactions sur Facebook. Donc Philippe Vimon qui disait que devient l'Islande? Pas de news? Non, mais faut pas faire de fantasme sur l'Islande. C'est 300 000 habitants l'Islande, c'est la Corse. Donc quoi qu'il se passe, ça peut être des expériences, ça n'a strictement aucun impact sur l'économie mondiale. Donc voilà, ils pourraient faire ce qu'ils veulent, ça pourrait fonctionner. C'est un département français, même pas. C'est un tiers de département français, donc voilà, c'est intéressant, mais c'est anecdotique. Ok, d'accord, merci. Flavien Réau aussi qui disait on peut aussi parler de la décision de l'Autriche de donner une carte d'identité aux germanophones de la région d'Italie. Alors ça c'est pas fait encore, c'est une menace entre guillemets. Vous savez qu'il y a une partie de l'Autriche qui a été annexée par l'Italie, enfin qui a été donnée à l'Italie en 1919.
Et donc en fait, il y a une minorité germanophone, alors je ne sais pas s'il en reste beaucoup des germanophones, historiquement germanophones, en Italie. Et l'Autriche, sur la proposition du FPE, a dit, c'est pas encore fait, qu'on pourrait envisager de donner un passeport autrichien aux Italiens de cette province-là, avec une menace voilée de réappropriation de la province. Mais ça, c'est très très loin, on en est vraiment très très loin. Donc attention, il ne faut pas associer une rumeur, une proposition, même si elle est officielle, hein, en tout cas, elle n'est pas officielle du gouvernement, elle a été donnée par le FPE, comme quelque chose qui est fait ou qui va se faire. Il faut relativiser les choses. Mais c'est quelque chose qui pourrait être envisagé, et je pense que ça embête. Alors, c'est paradoxal, parce que ce sont des citoyens européens, d'après les gens de l'Union européenne. Donc qu'ils aient 1, 2 ou 3 nationalités, ça ne devait rien changer. Mais ça leur fait peur. C'est ça qui est bizarre. C'est que ça leur fait peur que les Autrichiens donnent des passeports autrichiens à des Italiens, mais on voudrait que les Italiens et les Autrichiens soient tous des Européens. Donc ces gens ne savent plus, n'ont plus de référence, ne savent plus raisonner, n'ont plus de limites, se contredisent, sont schizophrènes, quoi. Donc ça reste anecdotique, hein. Encore une fois. D'accord, alors est-ce que tu me permets, Yannick, parce qu'on a pas mal de questions, de continuer à nous écarter un petit peu du sommaire? Allez. Ah ok, alors on a moi Tahiri qui pose une question assez pertinente pour le coup, puisqu'on en a jamais parlé, je pense, en 1 an et demi sur ce canal citoyen. Peut-être au préalable avant sur le Mumble ensemble, je sais pas. Il disait le peuple se réveille, et notamment en France. Doit-on changer le système monétaire et le système impérialiste sioniste? Et là, on parle bien du sionisme. Effectivement, on n'en a jamais parlé. Bon, en vue de ce que Donald Trump a annoncé récemment, ça devient quand même un sujet d'actualité. C'est quand même étroitement connecté aussi à l'Union européenne. Que penses-tu? Penses-tu qu'il y a un pouvoir hégémonique sioniste, déjà, d'une part? Et penses-tu qu'on peut s'en sortir dans un second temps? Alors, vous avez dû suivre. Alors, effectivement, tout le monde a entendu parler de la décision de Trump de dire. Alors, attention, moi je voudrais remettre les choses au clair parce que depuis 1995, les représentants américains votent la décision comme quoi Jérusalem devait être reconnue, depuis 1995, devait être reconnue comme la capitale d'Israël. Et c'est les présidents de la République américaine qui n'osaient pas et qui ne promulguaient pas ces lois-là ou ces votes-là. Et c'est Trump qui a eu le courage de le faire. Mais c'est depuis 1995, c'est pas hier matin et c'est pas Trump tout seul. C'est des votes qui ont été faits à plusieurs reprises, à moult reprises par les représentants américains. Bon, première chose, donc c'est pas Trump. Trump a juste eu le courage de le dire. Deuxièmement, s'il y avait hégémonie sioniste, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu ce vote à l'ONU. Je vous rappelle que l'Égypte, si je ne m'abuse, l'Égypte a introduit une résolution à l'ONU en disant qu'ils étaient contre ce que les États-Unis, et cette résolution a été adoptée. Donc les pays ont adopté le fait d'être contre les États-Unis. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas hégémonie. Et pour que cette décision ne soit pas adoptée, les États-Unis sont obligés d'utiliser leur droit de veto. Donc c'est le droit de veto des États-Unis qui fait que la résolution n'a pas été adoptée. Donc s'il y avait hégémonie, il y aurait une majorité, ou en tout cas il y aurait peut-être unanimité, ou en tout cas majorité, et cette résolution a été adoptée. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas hégémonie. Qu'il y ait un contrôle, qu'il y ait une influence, qu'il y ait des tentatives, certainement, mais pas hégémonie. Alors pour ce qui est du système monétaire, c'est un vaste problème. C'est extrêmement complexe. On est passé d'une monnaie historique, il y a très très longtemps, qui était simplement une monnaie de confiance, une pièce ou un bout de papier qui disait voilà la valeur que ça et c'est l'État qui garantit la valeur de ce papier, à une manipulation par les grandes banques, éventuellement privées, pas toujours, mais éventuellement privées, de création monétaire, de jonglage avec des quantitative easing, des choses comme ça. C'est devenu quelque chose de complètement foireux, cette histoire de monnaie. Donc la monnaie qu'on a dans notre poche pour aller acheter notre pain ou notre kilo de pommes ou nos clopes n'a plus rien à voir avec la monnaie qui existait historiquement. On a l'impression que c'est la même chose, mais c'est plus du tout la même chose. Par exemple, je voulais développer ce point-là ce soir, mais c'est trop compliqué, il faudrait que je le fasse avec plus de calme. La BCE a injecté 4 000 milliards d'euros dans l'économie, on n'a pas vu la couleur. Et le plan Juncker a injecté 248 milliards de vrai argent dans l'économie, on n'en a pas vu la couleur. Donc en gros, il y a 4300 milliards ou 4250 milliards en quelques années qui ont été injectés dans l'économie européenne, et il ne s'est rien passé. Pas de croissance, pas de diminution du chômage, pas de création d'entreprises, rien. Donc cet argent, il est où? Ben on ne sait pas.
Donc il est bloqué certainement sur des comptes de gens qui achètent des obligations, il est bloqué sur des comptes bancaires, les banques se sont recavées, comme on dirait au poker, hein, se sont refait la cerise, et puis c'est tout. Donc en fait cet argent, c'est même plus de l'argent, c'est de l'argent qui ne circule plus. Donc quand l'argent ne circule plus, c'est plus de l'argent. Donc on est dans le système monétaire, c'est quelque chose qui est tout à fait pourri, qui risque de s'écrouler dans les prochains temps, mais on ne peut pas le changer, je veux dire, personne n'a la baguette magique pour dire on change le système monétaire. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe et beaucoup trop interconnecté avec la vraie vie pour pouvoir le changer. Donc j'entends parler, je vois passer assez souvent des expériences ou des tentatives ou des théories sur des systèmes monétaires alternatifs, mais ce n'est valable que très très localement. Il faudrait l'appliquer au monde entier et de façon générale et absolue au même moment, et c'est des choses qu'on est incapable de faire. Je dis souvent et je dis toujours que les modifications et les révolutions, entre guillemets, doivent pouvoir venir de choses qui se font localement et qui s'étendent naturellement. Mais tout système qui dit on change tout de suite, on change tout à tous les endroits au même moment pour que ça fonctionne et tout le monde doit être d'accord, ça ce sont des solutions qui ne peuvent pas fonctionner. Il faut avoir des solutions qui s'appliquent localement et les gens y adhèrent petit à petit parce que c'est mieux que l'ancienne solution. Et il faut une propagation des solutions. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, très bien. Alors bon, moi, t'as Eric qui répondait. Alors ce que je t'invite à faire, c'est de nous rejoindre directement sur le Mumble. On pourra en discuter en seconde partie. C'est un très très bon sujet également. Bon, le sionisme, d'une part, mais avant tout aussi le système monétaire. Il disait qu'on pouvait s'en sortir avec l'article 2. Alors l'article 2 de quel traité? Si tu pouvais préciser, ça serait bien. Je sais pas si tu vois de quoi il parle, Yannick. Non, je sais pas, parce que les articles 2, il y en a beaucoup. Hein. Oui, voilà. Mais je ne sais pas, non, il faudrait dire de quel contexte. Hein. Ouais, effectivement. Bah, sinon, une autre question qui est assez simple, et c'est là-dessus qu'on pourrait réouvrir un dossier plus tard. Est-ce qu'on n'est pas, la BCE n'a pas réitéré un schéma, un modèle entièrement structuré à l'image de la Fed? C'est-à-dire la Fed, par exemple, la Fed fait des QE depuis 2015, elle a dit qu'elle en ferait plus, et tous les QE, donc toutes les impressions de billets qui ont été faites, non pas pour redresser l'économie et pour le citoyen lambda américain, mais effectivement pour renflouer les banques qui sont too big to fail. Jovanovic en parle très bien. Est-ce qu'on n'est pas sur exactement ce même schéma? Alors, ce sont des schémas qui ressemblent, hein, le QE anglais, le QE européen, le QE américain, les QE japonais. Enfin, j'ai dit c'est les à chaque fois, hein, parce qu'il y en a plusieurs d'affilée. Alors, ce sont des schémas qui se ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait identiques. L'intérêt des États-Unis, c'est qu'ils peuvent gérer n'importe quel déficit et créer autant de monnaie qu'ils veulent. Comme c'est une monnaie de réserve et c'est une monnaie d'échange, et notamment que l'énergie se paye en dollars, ils ont quasiment la voie libre. Première chose. La deuxième, au Japon, la différence, c'est que l'économie, elle est gérée de façon domestique, c'est-à-dire ce sont les Japonais qui ont les obligations, qui achètent les obligations, par intermédiaire de leur banque ou en direct. Et donc en fait, le QE ne peut intéresser que le Japon en tant que tel. Alors qu'en Europe, les QE se font à partir d'achats d'obligations d'État sur le second marché et d'obligations d'entreprise maintenant. Je vous en ai parlé la semaine dernière avec les soucis que ça peut apporter. Mais c'est que les porteurs ne sont pas européens, enfin pas que européens. Les porteurs peuvent être du monde entier. Et donc c'est un peu différent. L'euro n'est pas une monnaie de réserve, en tout cas pas au niveau du dollar, et l'économie n'est pas domestique, c'est-à-dire les obligations appartiennent à des gens qui ne sont pas de l'Union européenne. Donc la problématique n'est pas la même. Même si le moyen de QE ressemble, les façons de les appliquer et les conséquences ne sont pas les mêmes. Voilà, donc, mais c'est vrai que l'Union européenne a été poussée par les États-Unis à faire, enfin la BCE a été poussée par les États-Unis à faire le quantitative easing, hein. En sachant que la BCE a complètement foiré son truc parce qu'ils sont incapables de contrôler l'inflation, alors que c'est leur seul rôle, hein, trouver une inflation autour et un peu en dessous de 2%. Je vous rappelle que dans leur statut, on ne parle pas de chômage, on ne parle pas d'économie, on parle que d'inflation. Ça devient de façon complètement anecdotique et secondaire, contrairement aux États-Unis. Et en fait, l'économie, où l'économie a été sauvée et l'économie a survécu grâce à ça, mais on ne peut pas le savoir, ou alors ça ne sert à rien. Mais en tout cas, ça n'a pas sauvé, ça a sauvé les banques et ça a soutenu l'économie, mais ça n'a pas augmenté, ça n'a pas amélioré notre situation globale et microéconomique.
Ah, et le Pékin lambda reste dans la merde, si je puis dire. François Rodolphe Traoré. Ben, Bonsoir. je vais finir avec ça, c'est que les 4000 milliards n'ont pas ruisselé, il n'y a pas eu de prêts aux entreprises, pas plus de prêts aux entreprises, il n'y a pas eu plus de prêts aux particuliers, il n'y a pas eu plus de circulation monétaire, donc ces 4000 milliards ont été bloqués quelque part. L'économie n'a pas profité de ces 4000 milliards. Alors peut-être que ça a sauvé l'économie, mais ça ne l'a pas fait chauffer. Oui, ça a sauvé un système malade. François Rodolphe Traoré, bonsoir à toi. Tu nous as rejoint sur Facebook. On t'invite à venir sur Mumble si tu en as le temps. Moatari qui a ressorti sa source, donc l'article 2 monétaire de l'ONU. Apparemment, je sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Ok, d'accord. Bon, encore pas mal de réactions, de questions. On va passer à la suite, sinon on n'arrivera jamais à dérouler le sommaire. On parlait du Luxembourg en disant qu'il n'était pas un bon camarade. On va passer à la suite des élections en Autriche et ensuite aux indices. Alors on va parler des indices du bordel ambiant. Alors on va pas réussir à dérouler le sommaire, faut pas s'inquiéter, ce soir il est léger, il reste 2 points plus une anecdote si je me rappelle bien, donc ça va. On se couchera pas trop tard. Donc on va parler des kebabs au phosphate et de l'Union Européenne. Donc à la suite d'un vote serré, les députés européens se sont prononcés mercredi 13 décembre en faveur de l'autorisation des phosphates dans les viandes en broche surgelées comme le doner kebab. Les eurodéputés résistants ont échoué à rejeter l'autorisation proposée par la Commission européenne pour les additifs phosphatés dans les viandes congelées. Il fallait une majorité qualifiée, donc 376 voix pour obtenir une interdiction des phosphates. Il en a manqué 3. Il faut noter que tous les autres ont voté pour. La Commission européenne a donc autorisé l'utilisation d'acide phosphorique, de diphosphate, de triphosphate et de polyphosphate, qu'on appelle E338 à E452, dans la viande de kebab, des substances utilisées pour mieux agglomérer les morceaux de viande de la broche, autour de la broche. En fait, l'ajout de produits phosphatés était jusqu'alors interdit dans l'Union européenne, mais des représentants des kebabs allemands avaient approché la Commission européenne pour lui demander de régulariser une pratique illégale mais courante dans leur pays. La décision était vivement attendue par l'industrie du doner kebab qui affirme avoir besoin de phosphate pour garder la viande congelée juteuse, tendre et savoureuse pour la consommation. Les phosphates présenteraient un risque pour la santé et pourraient favoriser les maladies cardiovasculaires. Leur utilisation permet aussi de vendre l'eau retenue dans la viande au prix fort. C'est-à-dire que la flotte que vous retenez dans la viande, vous la vendez au kilo, au prix de la viande. Donc ça vous fait faire litre de flotte. Donc une étude sur les effets des phosphates sur la santé de l'Agence européenne de sécurité des aliments, dont les résultats sont attendus fin décembre 2018, pourrait cependant relancer le débat. Donc plutôt que d'attendre les résultats de cette étude, ils ont préféré autoriser et attendre les résultats de l'étude. C'est assez incroyable. Je veux dire, il faut voir que dans les traités européens, on parle de principe de précaution. Là, il n'y a pas de principe de précaution. C'est un principe de non-précaution. Les gens vont bouffer des phosphates, et puis après, on verra, on étudiera si c'est un peu dangereux. Alors, j'espère que la prochaine fois que vous irez au kebab, n'oubliez pas cette réalité. Moi, pour ma part, j'y mets plus les pieds depuis des années et des années. La plupart des kebabs sont des nids à microbes, et maintenant, ça sera des nids à problèmes chimiques. Donc, soyez très prudents avec votre alimentation. Déjà que la junk food, c'est pas terrible. Alors, en plus, si on nous rajoute des phosphates, ça va pas être terrible. Alors, on va parler de fiscalité inversée. Non, ça je vous ai déjà parlé, c'était l'Amazon, je l'avais changé de place. On va parler de solidarité et uniformisation, point d'interrogation, mon œil, point d'exclamation. Les Pays-Bas ont indiqué mercredi dernier qu'ils se joindraient à l'Autriche pour porter plainte contre l'Allemagne devant la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de leur projet de péage sur les autoroutes nationales. Adopté en mars par le Bundestag, ce péage par forfait de durée, c'est-à-dire qu'on paye pour une durée et pas pour un kilométrage comme en France. Exemple, si vous connaissez la Suisse, vous prenez une vignette pour un an, c'est un forfait de durée. Que vous rouliez une fois ou 300 000 fois sur l'autoroute, c'est le même prix. En France, on paye au kilomètre. Et donc en Allemagne, ils ont choisi un péage par forfait de durée, c'est-à-dire vous prenez une vignette pour un mois, pour 15 jours, pour un an, et ainsi de suite. Et cette réforme du péage doit entrer en vigueur au plus tôt en 2019. Alors ce système est contesté car jugé discriminatoire par les pays riverains. En effet, les automobilistes allemands se verront exemptés de taxes automobiles à hauteur de la redevance annuelle. Donc ces dispositions affecteront particulièrement les Pays-Bas qui partagent 500 km de frontières avec l'Allemagne et enregistrent chaque année quelques 22 millions de passages de frontières par des véhicules immatriculés aux Pays-Bas.
Selon une étude réalisée par la société de conseil Ecoris pour le compte du gouvernement néerlandais, le péage allemand coûtera à ses automobilistes entre 60 et 100 millions d'euros par an. Donc les Néerlandais se verront pomper par l'Allemagne entre 60 et 100 millions d'euros par an. Donc la ministre néerlandaise a précisé que la plainte serait déposée au début de l'année prochaine, tout en reconnaissant que la décision de la Cour de justice ne serait pas connue avant la mise en application de nouvelles dispositions allemandes en 2019. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que les pays de l'Union européenne sont engagés à faire une convergence routière, une convergence ferroviaire, notamment sur la façon de taxer les automobilistes. Et l'Allemagne a pris une décision, la France essaie de prendre la même, sous une autre forme, avec s'est fait retoquer par les bonnets rouges d'abord, et l'Allemagne a continué dans cette disposition. Il y a d'autres pays qui essayent de faire la même chose, et ça veut dire que le grand pays Europe, comme les gens le veulent, fait qu'on risque d'avoir quelqu'un qui circulera en Europe, un système de péage en France, un système de péage en Allemagne, un système de péage en Suisse, dans ce qui est dans l'Europe des transports, un système de péage en Hollande, ainsi de suite. Et à chaque fois, ça sera un péage à la durée. Donc en fait, vous faites un voyage, Espagne-Danemark et retour, et vous avez payé des péages, vous avez payé des vignettes de péage d'1 an en Allemagne, en Hollande ou je sais pas où, au Danemark, et ainsi de suite. C'est un peu l'antinomie de l'Union européenne qui devrait décider, si ça fonctionnait bien, qu'il y ait un péage européen pour l'année, au même prix pour tout le monde, et ce sera réglé. Donc on voit bien que ça marche pas, leur histoire d'intégration, d'uniformisation, et ainsi de suite, puisque c'est n'importe quoi, je veux dire, chacun. Et là, les pays sont en train de s'attaquer en justice, pour se... voilà, parce qu'ils sont pas contents les uns des autres, et donc voilà, donc ça va mal finir, quoi. C'est la bagarre à chaque fois. Donc à chaque fois qu'il y en a un qui fait quelque chose, c'est la bagarre. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Allez, on va finir par une petite citation anecdote. Donc le vendredi 15 décembre, quand j'en ai déjà parlé, les dirigeants des pays de l'Union européenne ont approuvé à Bruxelles l'ouverture d'une nouvelle phase de négociation du Brexit. Enfin, moi, je vous avais parlé du fait que le compromis avait été validé par Juncker et Theresa May, et après on a appris le week-end dernier que ce compromis a été validé par le Conseil européen, et qu'ils avaient donné leur autorisation pour ouvrir les négociations de la suite des négociations des futurs accords commerciaux. Alors, entre autres problèmes discutés, le calendrier et le montant du retrait britannique. Mais ce processus s'occupe des plus infimes détails. Donc, le député conservateur pro-Brexit, Sir Edward Leith, a interpellé jeudi le ministre du Brexit à propos de l'avenir de la cave à vin et de la collection d'art de l'UE. Il a dit « L'Union européenne est supposée détenir une cave à vin de plus de 42 000 bouteilles et une collection d'art estimée à 13 millions de livres sterling. Certains pourraient métaphoriquement parler d'un pillage des capitales européennes. Après notre départ, le ministre promet-il de reprendre le contrôle de notre juste part de cet art et de ce vin et de ne pas laisser M. Juncker en profiter. Donc le ministre en charge du Brexit, Robin Walker, a salué une question très intéressante, avec un petit humour anglais certainement, et a assuré que l'ensemble des actifs et passifs de l'UE étaient analysés en détail et comptabilisés dans le règlement global. Donc selon le journal anglais The Telegraph, les négociateurs britanniques pourraient demander 5000 bouteilles de vin et 250 bouteilles de spiritueux, ainsi qu'une partie de la collection d'art équivalent à 2,25 millions d'euros. Donc il resterait quand même à Juncker et au cadre de Bruxelles 37 000 bouteilles de vin, à moins qu'ils ne les boivent avant le 29 mars 2019. On dirait un trophée de guerre, quoi. Ouais, puis je comprends pas pourquoi l'Union européenne a je sais pas combien de dizaines de milliers de bouteilles de vin. C'est un truc qui m'échappe. Combien je vous ai dit, 42 000 ? Oui, c'est hallucinant. C'est voilà, bon, peu importe. Donc il y a deux choses. Il faut noter le fait que l'Union européenne achète des œuvres d'art avec notre argent et a une cave de 42 000 bouteilles de vin. Ça, c'est le côté que je trouve scandaleux. Je ne vois pas pourquoi ils ont autant de vin. Et deuxièmement, le côté humour anglais pince sans rire, disant écoutez, ça appartient à la communauté, il faut le partager, c'est comme dans un divorce, on partage la cave, chacun part avec ses bouteilles. Alors, juste pour terminer, je vous rappelle que le journal Ipso Facto Europa de novembre avait été disponible sur un certain temps, et je vous annonce que le numéro 7
celui de décembre, sera disponible mercredi ou jeudi prochain. Le lien, est-ce que tu l'as encore, Rudy, ou est-ce qu'il faut que je vous comment je fais pour l'envoyer? Envoie-le nous directement sur Mumble, je le transmets sur Facebook. C'est le même que la semaine dernière, mais là, je vous l'enverrai tout à l'heure dans la discussion, quand on discutera, je prendrai un peu de temps pour le faire. Donc vous rappelez que c'est un journal papier, donc sous forme PDF bien sûr, mais sa vocation c'est d'être transféré par mail, et surtout d'être imprimé sous forme papier pour les gens qui n'ont pas Internet ou qui n'utilisent pas Internet pour s'informer ou pour militer ou ainsi de suite, donc les gens qui n'ont pas du tout Internet, donc dans le monde rural, les gens plus anciens, les gens réfractaires à Internet, mais c'est aussi pour discuter entre amis, dans la famille, autour du réveillon, ça va être bien, là, vous distribuez ça dans les cadeaux, dans les salles d'attente, dans vos associations, dans vos clubs de sport, dans vos entreprises, et l'idée c'est que les gens fassent circuler ce papier, et normalement, les informations qui sont contenues dans ce journal permettraient aux gens de se scandaliser et d'eux-mêmes de se dire que cette Union Européenne, c'est quand même pas terrible. Voilà, et donc, alors, ceci termine l'exposé, merci de votre attention. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, toutes les références et tous les articles utilisés pour cet exposé sont sur la page Facebook Les Clés de l'Europe. Je vous encourage à vous y abonner et à la faire connaître autour de vous. Je vous encourage aussi à faire connaître la chaîne YouTube du Canal Citoyen, où maintenant on va avoir des vidéos, des vraies vidéos, et non plus que des bandes-sons. N'oubliez pas de visiter le site web de l'association Les Clés de l'Europe à l'adresse toute simple www.lesclésdeleurope.fr. Je vous signale qu'il y aura une émission mercredi prochain, la dernière de l'année, ainsi que le 3 janvier 2018. Alors certainement que l'émission la semaine prochaine sera certainement très légère aussi, et qu'on en profitera pour discuter à bâton rompu, puisque je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose, sauf si la Pologne réagit et qu'il déclenche une guerre avec l'Allemagne. Bon, on verra. Je vous invite maintenant à un débat ouvert sur tous les sujets qu'on a abordés ou ceux que vous développez autour de l'Union Européenne, et un peu plus large, si vous le voulez. Et Rudy, je te rends la parole. Merci Yannick. Alors oui, effectivement, c'est cool de pouvoir parler à bâton, parler de manière un peu plus libre. On a énormément de questions, beaucoup de gens qui souhaitent avoir des informations de ta part sur pas mal de sujets assez différents. D'abord, je voudrais faire un petit rappel donc, par rapport à ta présence, donc à la présence de ton association, Les Clés de l'Europe, et à la présence d'autres personnages tels que Philippe Pasco, Jean Lassalle, Michel Bournat de l'Union des policiers indépendants, Régis Chamagne, Christian Cotten, Thierry Delbois, une personne de Solidarité et Progrès, le collectif Condorcet, et d'autres personnes que je ne citerai pas, je ne vais pas faire toute la liste. Tout ça c'est organisé par le CNDC, et donc l'adresse n'est pas donnée, mais la date est tombée, ça y est, donc ça se déroulera le 3 février 2018, cette table ronde. On a eu la première... donc en 2017, fin 2017, je vous envoie la vidéo. Je vais vous envoyer la vidéo dès que possible dans les commentaires. On avait fait un petit résumé sur le Canal Citoyen. Donc d'abord Yannick, oui, on aura l'honneur de t'avoir sur place. Malheureusement non, je suis bloqué ce week-end-là pour une formation. Je l'ai appris officiellement ce matin que j'étais bloqué. Et je l'ai même pas dit à Jade encore. Ah, bon, bah, ça tombe en direct. Voilà, Jade. Si Jade est là, j'en suis désolé, mais... Oui, elle est là. Ah ouais, salut Jade. Écoute, j'ai appris ce matin, j'ai reçu ma convocation ce matin pour cette date-là. D'accord, est-ce qu'on a une autre personne? Bah, de toute manière, on a Régis Chamagne qui fait entièrement partie aussi de la société. Oui, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. On a échangé beaucoup avec Régis avant la dernière réunion. On avait préparé ensemble avec Jade et Régis le déroulé de la journée. Donc je suis en deuxième ligne, caché, pas présent, mais je suis là quand même pour pousser, aider les choses avec beaucoup de plaisir. D'accord, super, merci Yannick. Alors, pas mal de réactions par rapport au sommaire aussi. Jean du 30 qui disait c'est la fin des haricots, lol, l'empire implose dans la fête, j'autorise à vendre du rat en kebab, qui en veut. Pour revenir au sujet des kebabs, il y a Coralie qui disait quand ça les arrange, ils suivent les recommandations européennes. Donc, notamment par rapport aux additifs alimentaires autorisés dans cette fameuse viande. Mais les restaurateurs auront-ils une marge conséquente s'ils choisissent ce fameux additif selon toi? Ou c'est simplement pour bousiller la santé? Attendez. Il faut bien voir que c'est pas les restaurateurs. Hein. C'est l'industrie. Vous savez que les restaurateurs achètent leur viande congelée directement sur les broches. Ils achètent les broches.
Je veux dire, c'est pas le restaurateur qui fabrique la broche avec la viande qu'il empile. Hein. Ils peuvent sélectionner leurs fournisseurs. Il y a bien des fournisseurs bio dans cette gamme, dans ce secteur-là. Alors, je ne suis pas certain que le phosphate soit pas bio, parce que le phosphate c'est un produit naturel. Attention, hein, le phosphate c'est un produit naturel. C'est comment dire, ce qui est notable là-dedans, c'est que c'est un lobby de la restauration kebab qui est allé voir la Commission européenne pour demander ça. Hein. Attention, hein, parce qu'ils disent en gros, on fait tous des choses dans l'illégalité, donc faites-nous un texte pour que ce qu'on fasse, est-ce que les choses illégales qu'on fait en ce moment, qu'elles soient rendues illégales. Attention, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. C'est que c'est déjà le lobby des restaurateurs qui sont allés le voir. Enfin, des restaurateurs, de l'industrie. Donc, si le lobby de l'industrie a l'autorisation, pourquoi voulez-vous qu'elle ne fasse pas avec ces produits-là, alors que ça lui permet de vendre de la flotte au prix de la viande et d'avoir la viande qui paraît meilleure. Ça serait idiot de mettre de la viande moins bonne et qui est vendue moins cher parce qu'il y a moins de viande et moins de flotte. Ou plus de viande et moins de flotte. Donc, c'est l'industrie qui a demandé. Pourquoi il faut, c'est dommage de ne pas le faire. Je ne vois pas pourquoi l'industrie ne le ferait pas, puisqu'ils ont eu l'autorisation et la bénédiction de Saint Juncker. D'accord. Ok, alors je sais. Avez-vous déjà vu un restaurant de kebab respectueux, bio, diététique, ainsi de suite? Ça n'existe pas. Hein. Non, c'est pas forcément dans les mœurs, effectivement. C'est plutôt le contraire, on a plutôt des faits divers assez alarmants. Bon, même s'il faut pas rentrer dans un clivage. Je veux juste signaler, moi j'ai eu l'occasion de manger des kebabs à Berlin, exceptionnel. Hein. J'ai mangé de la viande très très bonne, c'était il y a longtemps, hein. C'était en 80, je sais plus, 17, quelque chose comme ça, mais 98. De la viande excellente, bien cuite, des sauces, des légumes très... Enfin, ça existe le donneur de qualité. Ça existe, hein, le donneur de qualité. C'était pas, par contre, c'est des restos, on mangeait à table, il y avait 200 couverts. C'était pas les boui-boui dans des garages où c'est tout crade partout et puis la viande reste là le soir et ainsi de suite. Hein. Il y a plusieurs catégories. Hein. Yes, effectivement. Alors, mettez un P dans le chat hein, au niveau du Mumble. On a un petit comité si vous voulez prendre la parole. Il y a quand même des questions encore à côté, des réactions qu'on va pas forcément reprendre. Philippe Vémont qui nous renvoie vers les lois maritimes. Et vers Daron Dunet, Ingalls et GeoSwing, tout ça c'est des intervenants sur YouTube, des gens qui postent des vidéos sur YouTube et qui donnent leur avis. Je les connais pour la plupart. Bon, déjà c'est des avis qui sont plutôt assez ésotériques et en décalage. Alors c'est pas forcément, je suis pas forcément contre, mais c'est un petit peu décalé avec notre thème à nous. Par contre, si tu veux, Philippe Vémont, avoir l'avis de Yannick Hervé sur l'OPTT et l'UCC, hein, y a aucun souci, tu remontes à 10 épisodes en avant à peu près, hein, on avait fait une spéciale OPTT, et Yannick avait pris le temps de réexpliquer son analyse par rapport notamment aux précurseurs de cette fameuse OPTT et du tribunal international de commerce et les lois maritimes qui environnent tout ça. Voilà, je veux pas forcément demander à Yannick d'en reparler, il a vraiment fait un gros dossier, donc tu tapes sur YouTube directement, lieu dans tous ses états, spécial OPTT si tu n'as pas envie de chercher. On avait une question aussi relative par rapport à la fameuse cave à vin, hein, le fameux trophée, la fameuse répartition de cette sorte de trésor que l'Union européenne s'attribue. Par rapport à ce qui s'est passé là avec Édouard Philippe hein, sur l'île de Tiga à son retour, hein, qu'est-ce que tu en penses toi? Un vol à 350 000 € hein, pour une délégation, est-ce qu'on n'est pas sur le même schéma que cette fameuse cave à vin de l'Union européenne, de cette réquisition qu'est-ce que ça rime à quoi pour toi? Alors, je vais peut-être choquer un certain nombre de personnes, mais moi je trouve ça anecdotique. Je veux dire, on a un gouvernement qui est en déplacement au Japon et on doit rapatrier un certain nombre de personnes dans un certain temps, en sachant qu'ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient 60 je crois à voyager. Ils affrètent un avion pour revenir en France parce qu'ils avaient une réunion, je sais pas quoi. Bon, je veux dire, alors, ce qui est choquant, c'est le fait de donner des leçons d'économie et de pas en faire. Ça, on est d'accord. Maintenant, sur l'événement lui-même,
il faut pas perdre de temps, il faut pas perdre d'énergie avec ça. C'est anecdotique. Je veux dire, des chèques de ce type-là. Vous avez vu Hortefeux qui utilise les moyens de l'État pour la police et tout ça, les gardes du corps pour envoyer ses enfants à l'école. Gérard Collomb, entre les fêtes, a réservé 2 voitures de police et toutes les escortes pour faire de taxi, pour servir de taxi à sa famille et aller faire les courses de Noël. Mais c'est tous les jours qu'il y a ça. Donc si on perd de l'énergie et du temps là-dessus, il faut le noter, mais il ne faut pas perdre d'énergie là-dessus. C'est anecdotique. Je veux dire, dans le fonctionnement d'un pays, 350 000 €, c'est anecdotique. C'est dommage, c'est embêtant. Si on ramène ça à un SMIC, c'est catastrophique, c'est scandaleux, on est d'accord, mais ce n'est pas le moteur, de ce qui doit nous rendre efficaces contre ça. C'est rien du tout. C'est choquant, mais franchement, c'est pas grand-chose. Des avions, ils en affrètent tout le temps. Vous vous rappelez, Valls est allé avec un avion de l'État, avec ses 2 gamins, voir le match de foot à Berlin. Ça, c'est un peu plus choquant quand même. Et des trucs comme ça, il y en a tout le temps. Gérard Collomb qui en plus, qui pique les vacances des flics qui devaient être en repos pour faire le taxi pour sa famille dans Paris. Enfin, c'est hallucinant. Voilà, donc des choses comme ça, il y en a tout le temps. On sait, si on perd notre énergie avec ça, on n'aura plus d'énergie pour les vrais combats. Ouais, il y avait Brice Hortefeux aussi, qui avait essuyé une polémique par rapport à son chauffeur. En ce moment, il va être mis en examen. Là, maintenant, il a replongé. Il utilise des moyens de l'État pour emmener les enfants à l'école. Là, il était à la télé tout à l'heure là pour se défendre. Voilà. Justement, ouais, alors on met le contribuable, on demande au contribuable de se serrer la ceinture, même si c'est anecdotique, 350 000 €, ça reste une somme. On est d'accord, mais c'est... On peut en citer 10 000 des comme ça. Vous savez, les députés qui, avec leur IRFM, achètent un local, et ce local, ils se l'approprient, et après ils le revendent avec une plus-value. Je veux dire, c'est des tournements de l'argent public. Mais des trucs comme ça, il y en a partout, tout le temps, à tous les niveaux. Donc, il va falloir faire le ménage. Mais si on perd son énergie avec ça, alors que ça arrive tout le temps, je veux dire, c'est un cas particulier. Il y a d'autres combats, au lieu de perdre du temps avec ça, informer les gens de ce qui se passe en Union Européenne et puis ramener-les vers vous, quoi. C'est plutôt que ça qu'il faut faire. Alors c'est peut-être cynique ce que je dis, mais tant pis, c'est pas grave. Voilà, 350 000 €, ça fait fonctionner un avion, ça fait fonctionner l'économie, l'argent il n'est pas perdu, il circule. Alors Jade, justement, qui disait, il est où le vrai combat ? Tu viens d'y répondre, Yannick. Et elle rétorquait juste avant, mais ne pas s'offusquer n'est pas une solution. Donc il faut le mettre en avant. Il faut s'offusquer, mais pas perdre de temps, ni perdre d'énergie avec ça, parce que... Mais vous allez... Alors à ce moment-là, on peut dire, qui a payé toute l'organisation des funérailles de Johnny Hallyday ? Ça coûtait des millions, ça. Ah oui. Bon, voilà, alors ça coûtait des millions. Je veux dire, les heures de retransmission, les droits d'auteur, les flics, les barrières, le ménage qui a été fait après, tout ça, les grands écrans qui ont été installés dans la rue, ça coûtait des millions tout ça. Personne s'est offusqué du fait que l'État mette des millions sur la table. Voilà, bon, et des choses comme ça, il y en a tout le temps. Je veux dire, c'est pour ça que c'est scandaleux, c'est inadmissible, mais ne perdez pas d'énergie avec ça. Ils paieront bien un jour, ces gens-là. Parce que si on ne fait rien pour les virer d'où ils sont, ils continueront. Donc ce qui est important, c'est de trouver les moyens de les virer d'où ils sont. Oui, ne pas faire du surplace. Je trouve aussi choquant la députée qui passe de 8 000 € à 5 000 € par mois en sachant qu'elle a plein de primes à côté et qui dit j'ai ressorti les habits mités de ma cave et puis j'ai été obligé de déménager et puis je bouffe des nouilles plus souvent qu'à mon tour. Je veux dire, quel respect il y a des gens dans une déclaration comme ça. Voilà. Ça, c'est encore plus choquant, à mon avis. Ouais. Jean du 30 qui dit reconstruire l'après-chute, c'est ça notre combat. Effectivement, ça fait partie aussi peut-être du combat. Ce matin, le Premier ministre est sur France Inter. Il a dit, écoutez, moi je suis Premier ministre, c'est ma fonction, vous invitez le Premier ministre. Je suis venu avec... il y a 4 voitures qui sont garées, ils ont neutralisé la maison de la radio. Il y avait 4 voitures, il y avait 15 personnes avec lui, et il y avait un tout-bip qui le suit 24 heures sur 24. Il dit, c'est la fonction du Premier ministre. Je veux dire, c'est pas Édouard Philippe invité, c'est le Premier ministre. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le fonctionnement de l'État.
ça coûte une blinde, hein. Ça coûte une blinde, hein. 4 bagnoles, des fonctionnaires de police, un toubib à temps plein autour de qui le suit 24 sur 24. Bah, il a 2 officiers de liaison, de cryptage et de machin et tout ça. Bah, c'est le fonctionnement de l'État. Je veux dire, c'est comme ça, c'est... Yes. Alors Philippe Vimon qui nous relançait sur l'OPTT. Bon, effectivement, je t'invite vraiment à aller revoir la vidéo au préalable qui a été postée. Alors, je peux refaire un petit résumé. Oui, alors, L'OPPT... je te donne juste son argument. Hein. Il dit voilà, allez sur société.com. La France a un numéro de SIRET, un nom juridique, c'est pas clair. Pour vous, c'est une société privée. Voilà. Mais non, c'est tous les organismes qui doivent faire des chèques, avoir des comptes en banque et faire des échanges d'argent ont un SIRET, que ce soit une association, que ça... Tout le monde, moi j'ai une association, si vous voulez faire du commerce, vous avez un numéro de SIRET. Il n'y a rien qui est choquant là-dedans. C'est juste le fonctionnement de notre économie et de notre administration, le côté administratif de notre économie. L'OPPT, c'était un gag, c'était une escroquerie, et les gens qui ont fait ça depuis très longtemps, ou ils sont en prison, ou ils sont en fuite. La plupart, ceux qui sont en fuite sont au Maroc, et ils ont été chopés pour d'autres escroqueries. Ils ont vendu de l'énergie libre, ils ont vendu ainsi de suite. C'est des gens, pour une partie, ils sont en prison, et les autres, ils sont en fuite. Ils ont été convaincus d'escroquerie. Et l'association société qui gérait le PPT a été dissoute de mémoire en 2014. Donc en fait, les gens qui parlent de ça sont sur des vieux textes, des scories et tout ça. Ils regardent pas l'histoire, ils regardent pas ce qui se passe. Mais actuellement, il y a des procès, il y a des jugements, des gens en prison, des gens qui ont des dettes parce qu'ils ont détourné des millions de dollars. Voilà, c'était pour piquer du pognon à des naïfs. Alors, maintenant, s'il y a des gens qui continuent à croire à ça, c'est qu'ils ne sont pas capables de lire les textes qui sont écrits officiels, hein, les textes de procès, les comptes rendus de procès, les textes officiels, les expertises, mais il faut aller voir tous les documents, il ne faut pas regarder que ce qui nous semble intéressant, il faut regarder tout le dossier et après se faire une idée. Et l'OPPT, c'est de la blague, voilà. Et en plus, c'est basé sur un droit américain qui ne s'applique pas en France. Donc, voilà. Ok, donc visiblement je suis censuré. J'ai fait une étude approfondie, hein, j'avais fait une émission spéciale, et vous pouvez trouver tous les arguments et toutes les références de ce que je viens de dire là, hein, avec les textes, les références, les dates et ainsi de suite, dans l'émission qui avait été enregistrée spécifiquement sur l'OPPT. Justement, j'essaie de la poster là et Facebook me censure. Donc, apparemment, c'est marqué comme spam. Si Céline ou Coralie pouvaient la poster. Ça arrive de temps en temps. Ouais. Alors, on a Fred Alfred qui nous a rejoint sur Facebook. Il dit bonsoir. C'est à se demander si la médiatisation de ce fait est un virage après tant d'éloges de ce gouvernement. Et il parle du vol à 320K. Hein. Ouais, bon, c'est un détail. Moi je suis sûr qu'on peut sortir des trucs comme ça toutes les semaines. Alors ça c'est très visible, hein, mais toutes les semaines on doit sortir des trucs comme ça. D'accord. Combien de fois les présidents affrètent des avions, hein, ils partent de Villacoublay et puis ils vont passer un week-end, ils vont dans les Landes, ils vont je sais pas où, ainsi de suite. Alors par exemple, faut aussi faire attention parce que les journalistes sont très cons la plupart, hein, ils répètent ce qu'on leur dit et ils répètent les dépêches AFP. J'ai lu avant le week-end, je faisais autre chose, hein, j'avais beaucoup d'occupations, et j'entends, oui, Macron loue Château de Chambord pour son anniversaire. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Château de Chambord, pour ceux qui l'ont visité, il est tout vide, il n'y a rien dedans, hein. C'est une bâtisse toute creuse, hein. Il n'y a pas un meuble, il n'y a rien du tout. Et en fait, il a loué un gîte à 800 € ou 900 € près du château de Chambord qu'il est allé visiter avec sa famille. Donc vous voyez, simplement le fait de mettre ou pas mettre un ou deux mots dans une phrase ou dans un petit texte, ça change toute la perception des choses. Donc Macron, que j'aime pas particulièrement, a loué un gîte avec sa famille pour fêter son anniversaire à Chambord, pas au château de Chambord, mais la ville de Chambord, ce qui change tout. Donc soyez méfiants, ne plongez pas tête baissée à chaque fois qu'on vous dit un truc, réfléchissez un peu et voyez si c'est important, si les choses n'ont pas été déformées ou n'ont pas été simplifiées par les journalistes, qui sont la plupart du temps extrêmement bêtes. Béatrice qui disait si c'est assez frais on s'en tape, et effectivement la presse écrite cherche à faire ses choux gras de manière récurrente avec des gros titres, des titres racoleurs, hein, donc bon, après ça reste quand même une information qui est pas forcément si
qui est assez crédible dans le sens où bon voilà on sait tous les faits avant par rapport à tous les autres personnages impliqués dans des détournements, ça reste assez problématique. Alors, excuse-moi, Rudy. Le fait que l'histoire nous ait montré que ses prédécesseurs n'étaient pas très respectueux de l'argent public, en faisant des fêtes, en invitant la famille dans des bâtiments publics, à la lanterne, dans le parc de Versailles, où on peut se méfier. Il se trouve que là, Macron a payé avec son argent personnel, qu'on lui donne, on est d'accord, mais c'est l'argent, a payé un gîte pour sa famille. Je veux dire, où est le scandale? Moi, franchement, on passe du temps, on perd de l'énergie avec ces conneries. Je veux dire, les gens ont passé, j'ai vu des centaines de commentaires sur Facebook, il y a des émissions quasiment spéciales sur la télé. Enfin, mais vous vous rendez compte quelle est l'importance de ces trucs-là? On se laisse noyer par ça. Ouais, oui, mais ça indigne beaucoup les gens. Alors effectivement, est-ce que c'est polémique ou pas? La Céline qui disait, Yannick, le repas pour acheter les mères, c'est pas Macron qui les paye, c'est le contribuable. La relation du président avec les maires fait partie de l'attribution du président. Effectivement, voilà. Donc, est-ce qu'on aurait mieux fait de rien lui attribuer du tout, peut-être, in fine. On revient à l'OPTT parce que bon, il y a des réactions aussi. Dans un premier temps, déjà, moi, je pense pouvoir parler au nom de Yannick en disant qu'il n'est pas contre un changement de paradigme, qu'il n'est pas contre l'idée en soi de l'OPTT de reprendre sa souveraineté en tant que citoyen, en tant qu'être humain, mais c'est juste qu'il parlait des protagonistes, des gens qui sont à l'origine de ce projet, et il a fait un résumé assez bon. Et j'avais entendu d'autre part aussi qu'il y avait d'autres organisations, qu'il y avait peut-être même George Soros derrière ça. Il faut vraiment se méfier, c'est quand le cadeau, quand l'emballage est trop beau, il faut se méfier et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Même si tu as raison, Coralie, elle disait, c'est ta croyance, Yannick, que c'est de l'arnaque. Perso, je suis souveraine et je suis bien contente d'avoir lu l'OPTT. Bah oui, c'est une bonne idée à peut-être mettre en application, mais peut-être irréaliste. Et c'est ça que tu voulais peut-être souligner, Yannick. Non, mais bien sûr, je veux dire, moi je suis pas contre, je ne défends pas le système actuel. Je suis pas contre le fait qu'on mette en place ce qu'il faut pour que chacun puisse garder son autonomie, sa souveraineté, ses choix et ainsi de suite. Mais attention, il ne faut pas tomber dans toutes les choses trappes des escrocs. L'OPPT en tant que tel, c'est-à-dire l'équipe qui était derrière ce truc-là, les gens qui ont mis ça en place, c'était des gens qui étaient déjà connus pour escroquerie, et dont certains avaient déjà été condamnés. J'ai fait la bio de ces gens-là quand j'ai fait mon résumé sur l'OPPT, donc il y a quand même une méfiance derrière. Donc je ne m'oppose pas au changement. Je dis que cette opération-là, OPPT, était une opération très maligne et très finement faite pour pouvoir, parce qu'il faut bien comprendre que les gens cotisaient, vous voyez ça de bien longtemps après, mais quand ça a été fait, les gens devaient envoyer de l'argent, les gens devaient s'abonner, devaient acheter des kits, devaient acheter un certain nombre de choses, et il y a beaucoup de gens qui ont donné de l'argent, et c'est des millions de dollars qui ont été détournés comme ça, parce que les gens y croyaient, étaient de bonne foi, et les gens qui organisaient ça récupéraient l'argent. Donc ils ont vendu un logiciel pour faire les courriers, ils ont vendu des accès à un site web, et voilà, et petit à petit les gens se plaignaient, je comprends pas. Et il y a une personne qui a utilisé donc les argumentaires de l'OPPT, elle a fini en prison. Et après, bon, il y a eu un arrangement, et il y a eu un redressement fiscal, parce que elle a dit, ben voilà, je vous paye avec, vous savez qu'on pouvait déposer sa personne et sa valeur, et puis récupérer de l'argent à la banque en fonction de sa valeur personnelle. C'était un des délires de l'OPPT. C'était la deuxième phase, ça. C'était que la deuxième phase. C'était la deuxième phase. Et il y a une personne qui a fait ça, et simplement le fisc lui dit, non, vous rigolez, les textes, ce que nous a envoyé, ça n'a strictement aucune validité juridique, voilà, vous allez en prison parce que vous ne payez pas vos impôts. Voilà, c'est ça l'OPPT. Mais vu de l'extérieur et vu de loin, on a l'impression que c'est magique, que c'est beau, ainsi de suite. Non, cette opération-là est une opération d'escroc pour gagner de l'argent. Et on sait les sommes qui ont été détournées, il y a des procès qui ont été terminés, d'autres qui sont en cours, et la plupart de l'équipe est au Maroc actuellement, parce que le Maroc n'a pas de convention d'extradition avec les États-Unis. D'accord, donc faites attention, si vous voulez arrêter de payer vos factures du jour au lendemain, et de vous mettre en posture de renégat, de rebelle envers l'État, envers les instituts de crédit et autres. Faites attention, ça marche peut-être pas si bien que certains le disent sur YouTube, et je connais les intervenants qui ont été cités sur Facebook, c'est des gens qui sont très bien, qui ont un très bon état d'esprit, qui jusqu'ici peut-être ça marche,
mais il faudrait voir s'ils se font pas allumer à un moment ou à un autre. Le- Très certainement, il se peut qu'ils se fassent allumer à un moment ou à un autre. Maintenant, certains prétextent la chute inéluctable et imminente du système en place, et à ce moment-là, il n'y aura plus rien à payer. Mais alors, oui, dans ce cas-là, on n'y est pas encore. C'est pas. D'ailleurs, Yannick, très bonne question. Si demain tout part en vrille, littéralement, et que le crack boursier arrive, la bulle des bulles explose, est-ce que demain on peut pas on se retrouve sans denrées alimentaires, sans rien de tout ça, mais est-ce qu'on peut faire un trait sur tous nos crédits? Alors, tant qu'il y a une banque debout, les crédits existent. Hein. C'est-à-dire, Alors Yannick, on t'entend pas, je pense que tu n'as pas. si, voilà, comme d'habitude, c'est la première fois que ça m'arrive, j'appuie sur le mauvais clavier. En France, je pense que dans le système bancaire mondial, mais la France, je suis sûr, en Europe, tant qu'une banque est debout, le crédit existe. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est si une banque s'écroule, les crédits qui sont encore payables sont transférés dans une autre structure. Hein. Le crédit ne disparaît pas avec la banque. Hein. Donc si vous devez de l'argent à quelqu'un, vous devrez cet argent à quelqu'un d'autre. Et il faudra qu'il n'y ait plus une seule banque debout pour que les crédits disparaissent. Donc il ne faut pas compter sur la faillite de votre banque pour plus payer vos crédits. Hein. Non, il faut compter sur la faillite du système bancaire. Le système bancaire, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait plus un seul organisme, ni d'État, ni privé, ni rien, qui soit debout. Et je pense que là, on aurait d'autres problèmes à gérer, à mon avis. Hein, parce que le jour où il n'y a plus à manger, on s'en fout des crédits. Hein. Ouais, le jour où il n'y a plus d'eau, et il n'y a plus à manger, et il n'y a plus de chauffage, si par exemple ça arrivait aujourd'hui, hein, il faisait très froid ici aujourd'hui, et les problèmes sont plus les mêmes. Hein. Je veux dire, les crédits, ce ne sera pas notre premier problème, et ce sera le problème de personne. Le problème, ce sera de manger, de trouver des médicaments pour les gens malades et trouver de l'eau qu'on puisse boire. Ce sera les premiers problèmes. Le reste. Jean du 30 qui disait ne payez plus rien et barrez-vous au Maroc. Pourquoi pas? Les Français, ça marche pas. Malheureusement. Parce que les Français ont toujours eu des accords avec les pays du Maghreb, donc c'est pas le bon pays. Choisissez pas le Maroc si vous êtes Français. Oh, la Thaïlande plutôt, et encore, je crois que même. Bon, je connais pas, je sais pas. Je sais qu'il y a des pays, il y a une liste, j'avais fait ça à une époque, il y a une liste, il y a très peu de pays qui n'ont pas d'accord d'extradition avec la France. Hein. Malte, on nous dit Coralie, et Céline aussi me dit à côté, Malte. Ouais. Oh, dans l'Union Européenne, je sais pas si dans l'Union Européenne c'est pas automatique. Ouais. Oui, c'est UE. Qui dit UE dit extradition, forcément. C'est-à-dire qu'il y a le mandat européen, hein, d'extradition européen, donc si vous êtes dans l'UE, même s'il n'y a pas d'accord entre les pays, automatiquement... la justice européenne peut vous faire... comme Puigdemont. Hein. Puigdemont aurait pu se faire... Alors vous avez vu, hein, j'en ai pas parlé, mais Puigdemont donc, avait été un mandat d'arrêt espagnol transmis à la Belgique dans le cadre de la procédure européenne. Donc l'extradition européenne hein, devait être mise en place. Et par magie, je sais... Alors, je crois savoir pourquoi, je vais vous le dire après. La Cour espagnole a annulé la plainte et donc le mandat d'arrêt national transformé en international par la réglementation européenne. Et donc Puigdemont, donc le juge belge a dit j'ai plus de raison d'étudier ce mandat d'extradition puisqu'il n'y a plus de plainte en Espagne. Et donc Puigdemont n'est plus redevable de rien et n'est plus menacé de rien du tout, ni en Espagne ni en Belgique. Alors je pense que le gouvernement a fait pression sur la justice parce qu'ils ont bien compris ce que je vous avais dit à l'époque, que c'était une erreur de leur part de transformer Puigdemont en martyr. À mon avis, ils mettaient Puigdemont en prison, ils perdent des élections de façon certaine. C'est-à-dire, les élections, c'est le 21, hein, le 21, c'est demain, c'est demain les élections. Hein. Donc, s'ils avaient transformé Puigdemont, ils l'avaient fait extrader et mis en prison en Espagne, je pense que par fierté et le côté rebelle des Catalans fait qu'ils auraient voté pour les indépendantistes simplement contre le gouvernement espagnol dictatorial. Et ils ont bien fait, à mon avis, les Espagnols, vu de leur point de vue, d'annuler ce mandat. Mais ça veut dire aussi qu'ils n'ont rien à reprocher s'il n'y a pas d'action de justice et qu'ils n'ont rien à reprocher à Puigdemont. Donc ils sont dans une position assez difficile. Les Espagnols, le niveau fédéral. Ok, merci pour ces précisions. Alors, on le répète, et merci à Céline d'avoir mis cette fois-ci, apparemment c'est passé, donc le podcast de l'émission sur l'OPTT qu'on a fait, je ne sais plus il y a combien de temps, mais c'était cette année,
à rappeler pour tous ceux qui sont fans hein, et fervents supporters, je l'étais aussi avant d'avoir de plus amples détails. Et voilà, donc c'est pas forcément un bon plan, mais on vous invite en tout cas à réécouter l'émission directement dans les commentaires de la vidéo en direct sur Facebook. Loïc, Je pense que c'était l'émission. Là, fais-moi signe, s'il te plaît, tu réponds pas sur. Alors, c'était l'émission 73 du 20 septembre. Ok, super. Voilà, comme ça vous aidera à trouver encore plus rapidement. Voilà. Donc alors Loïc 74, je sais pas si tu es là. Ouais, si, je suis là, bonsoir à tous. Ouais, bonsoir Loïc. Alors tu avais posé alors repose ta question directement par rapport à la Pologne et l'Allemagne. Ouais, je sais pas, j'ai loupé le début de l'émission, donc je voulais savoir ce qu'on disait Yannick, pardon. Donc par rapport à la Pologne et l'Allemagne, c'est ça? La Pologne et l'Union Européenne, l'article 7, c'est ça? T'as loupé le début. Effectivement, c'était le tout début. C'était le breaking news, la dernière nouvelle que j'ai appris comme vous en toute fin d'après-midi. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, donc la Commission européenne lance la procédure de l'article 7, c'est-à-dire pour ôter les droits de vote de la Pologne au Conseil européen. Mais ça se fait en 2 étapes. Première étape, il faut 22 pays qui se mettent d'accord pour dire on vous fait les gros yeux. Et deuxième étape, il faut l'unanimité des pays, sauf celui qui est incriminé, donc sauf la Pologne, pour dire on vous enlève les droits de vote. Or, la Hongrie a déjà dit qu'elle ne voterait pas cette résolution-là. Et certainement d'autres pays qui ne sont pas, je pense que la Roumanie, l'Autriche peut-être ne voterait pas ça. Et comme il faut l'unanimité, donc c'est-à-dire que ça s'appliquera certainement. Il y a très peu de chances que ça s'applique. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau et c'est des gros yeux qui vont pas servir à grand chose. Et le Premier ministre polonais a dit puisque c'est comme ça, je promulgue les textes de loi que vous nous reprochez. Et donc il a promis dans l'après-midi là de promulguer les textes de loi. Enfin, il a promis de les promulguer, je sais pas quand, mais c'est la promesse date de l'après-midi, pas la promulgation. Donc voilà, donc ça risque d'attiser encore les tensions entre les pays. Et de toute façon, il n'y aura pas de conséquences. La seule conséquence qu'il peut y avoir, c'est une autre procédure, c'est que la Commission européenne réussisse à couper les vivres, c'est-à-dire à ne pas verser les fonds structurels européens à la Pologne. Or, la Pologne touche quand même 12 milliards d'euros par an. C'est les derniers chiffres que je connais, même si ça varie un petit peu. Et là, par contre, ça fera un petit peu plus mal à la Pologne si elle ne touche pas l'argent. Mais je pense que la Pologne ne changera pas d'avis à cause de ça. Donc voilà. Ok, ça a répondu à ta question, Loïc? Pas complètement. En fait, j'ai pas compris. La Pologne voulait promulguer quelle loi? Alors, c'est deux paquets de lois, et notamment une loi sur la nomination des juges. C'est-à-dire, en fait, le gouvernement va contrôler de façon plus serrée la nomination des juges, et l'Union européenne dit non, c'est pas au gouvernement de nommer les juges, ça doit être un processus indépendant du gouvernement. Donc c'est une loi autour de ça. Et d'après l'Union européenne, d'après la Commission européenne, ces lois sont non constitutionnelles en Pologne, et les Polonais disent non, nous on fait une loi pour contrôler une caste corrompue, et donc on remet de l'ordre dans nos étables. Ok. Merci pour avoir reprécisé ça. Après Loïc, on t'invitera à réécouter le podcast en début d'émission quand il sera posté. Alors d'ailleurs il y a eu des retards par rapport au podcast, on s'en excuse encore une fois. Mais voilà, tu pourras réécouter le départ de l'émission et ce que tu as loupé. Donc plus trop de réactions. Ça a été une émission assez courte. On a quand même encore des questions par rapport aux pays dans lesquels on peut s'extrader en cas de litiges fiscaux. Donc on nous demande si l'Islande ça le fait. Non, je peux pas vous répondre, je sais plus. J'avais fait la liste il y a une époque, et en plus ça change sur les accords. La liste de tous les pays. Alors, oui, ce que j'allais dire, je pourrais vous retrouver, j'ai cette liste quelque part, et comme les accords changent, puisque les accords se passent, rarement se défont, ça arrive, mais souvent, voilà. Donc il y a de moins en moins d'endroits où, voilà. Je pourrais vous retrouver ça, c'est parce qu'il y a une liste, je pense, ministère de la Justice ou des choses comme ça, on doit pouvoir la trouver. Les grands pays, ne rêvez pas, vous irez pas dans un grand pays civilisé. Il faut trouver des petits pays un peu exotiques où vous risquez d'être un peu embêté, voilà quoi, pour faire vos courses. Donc, mais je pense pas que ça soit une solution pour l'instant, mais je pourrais vous retrouver cette liste là si vous voulez.
Alors oui, on avait Béatrice aussi. Alors excusez-moi, effectivement. Béatrice qui disait que Dieudonné avait parlé du Cameroun et qui deviendrait président. Bon, ben là, je pense qu'on est plutôt dans le domaine de la blague, que voilà, tout est possible. Voilà. Ouais, oui, Yannick, oui. Non, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire là-dessus. Moi, je serais président. Je voulais juste vous dire que je serais certainement président de la Bretagne un de ces jours. Ouais, alors oui, effectivement, il a dit que l'Islande avait viré les banques aussi également. Ok, donc, je vous rappelle, événement à surtout relayer, partager le plus possible la seconde table ronde du Conseil national des citoyens qui arrivera le 3 février en 2018, donc 3 février de l'année qui va suivre, avec Philippe Pasco, Jean Lassalle, l'UNPI, Michel Bournat, donc de l'UNPI, Régis Chaman, Christian Cotten, Thierry Delbois, Solidarité et Progrès, Collectif Condensé, Les Enfants de la Route, Thierry Kabil, la Banque Citoyenne, Gérard Fouché, Les Clés de l'Europe, donc Yannick ne pourra pas être présent, mais on aura Régis Chaman sur place. Je sais pas si Jade, tu avais eu l'occasion de l'entendre d'ailleurs, mais au pire vous pourrez rediscuter après en privé. Et les Sentinelles du Peuple et également William Perron. Donc ça se déroulera sur Lyon, l'adresse privée, mais en tout cas on espère être là. L'équipe de Canal Citoyen espère être là pour pouvoir couvrir l'événement sur le tas. Voilà, que dire de plus, on se rejoint la semaine prochaine. Merci encore à Yannick d'avoir mis ce petit dispositif de streaming en place qui va très certainement, une fois qu'il sera rodé et mis bien en place, sera vraiment cool pour tous ceux qui nous suivent, et j'espère que ça nous rapportera davantage de gens et qu'on pourra informer plus de personnes. Yannick, un petit mot pour la fin? Bon, juste un petit mot. Je vais souhaiter... un petit mot. On reparlera d'ici le 3 février et même après, on reparlera du CNDC. On pourra donner la parole à Jade ou à ceux qui veulent parler pour en parler plus amplement. Il n'y a aucun souci avec ça. Je vous rappelle qu'on sera là la semaine prochaine. D'accord, certainement qu'on aura une discussion. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'activités. C'est pas une période très propice à l'activité administrative en général et européenne en particulier. Et donc on aura l'occasion de se voir et d'échanger. Et si ça dure qu'une demi-heure, ça dure qu'une demi-heure. Il n'y a aucun problème. On n'a pas les contraintes de la télévision. Et si ça dure plus longtemps, ça durera plus longtemps. Je vais souhaiter aux croyants un bon Noël et aux autres une bonne bouffe. Et puis de toute façon on se verra entre les fêtes, et donc on se verra encore en 2017. Point très important, diffusez le maximum les informations, celles que vous apprenez ou celles que vous connaissez déjà, et notamment utilisez le support d'Ipso Facto Europa, le journal papier, pour pouvoir diffuser le plus largement possible et faire relayer cette information. Je pense que c'est par là qu'on peut gagner la conviction d'un certain nombre de personnes, et je crois de moins en moins à Internet en tant qu'outil seul, et notamment Facebook qui devient n'importe quoi. C'est plutôt par des vidéos et surtout par du papier qu'on pourra élargir l'audience. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne nuit et à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bonne nuit, bonne soirée, merci également, bonne fête à tous. Et puis alors www.lesclésdeleurope.fr pour trouver le fameux journal Ipso Facto, donc sans accent, le tout attaché et sans tiret. Voilà, bonne soirée, allez, ciao, et puis après on se retrouve après Noël. Au revoir.